Évidemment, on va faire beaucoup de contenu autour de l'UFC Paris qui arrive d'ici un petit mois, un long mois. Là, on va lancer un nouveau format en guise de coach talk qu'on va appeler Keys. Ce sera de définir les 3 clés principales pour la victoire des Français, mais aussi les 3 clés principales pour les adversaires des Français. Et on commence direct après l'intro avec BSD et Moicano. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue Sur Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Aldrich, on va directement aller dans le bain. On va commencer par le français, systématiquement. Voilà. Benoît Saint-Denis, quelles sont les 3 clés de la victoire? On va commencer par celle qui te semble la plus importante dans ce combat face au profil de Renato Moicano. Un combat, ça commence debout. Donc, on va démarrer par debout. Je pense qu'à cette distance, les deux sont assez bagarreurs et encaissent. Même si j'ai envie de penser que Benoît s'est amélioré là-dessus, qu'il a fait un travail. Je l'ai vu avec des Kamel Gemel, avec des grands monsieur aussi pour son travail. Donc, et malgré tout, je pense qu'il a un avantage sur le kicking range par rapport à Renato. Donc voilà, la première clé pour moi, c'est la clé de la distance. Je pense qu'au niveau du kicking range, c'est avantage Benoît. Intéressant. Donc, comme première clé de la victoire, c'est debout, essayer de rester et dominer au kicking range. On rappelle quand même que ça va être un challenge parce qu'on a un Renato Moicano qui a battu Calvin Kattar plus tôt dans sa carrière, notamment grâce au low kick. Il faudra donc rester attentif à cette partie-là. Je pense quand même, les deux frappent fort, hein, mais pour avoir vu, je pense que à ce niveau-là, dans cette catégorie-là, en tout cas, Benoît a un avantage. Je pense qu'il frappe un petit peu plus fort. Et pareil, c'est vrai qu'il utilise l'arme des low kicks, Moicano, mais je pense que à cette distance-là, moi, je mets un petit avantage à Benoît. Notamment aussi avec l'addition de Monsieur Kamel Gemel, qui est un spécialiste de ce coup et de sa façon de le mettre, des coups de pied, des low kicks, des middle, des blocages. Donc non, je pense que là-dessus, moi, je mets petite clé à Benoît. Ouais. Et il y a aussi cette question de garde ouverte. Hein. On a un BSD qui est gaucher, un Renato Moicano qui est droitier. Donc les low kicks sont moins efficients ou plus compliqués. Il y a plus de risques à les envoyer en garde ouverte, alors que les middle de BSD, ce sera direction le foie. Exactement. Donc, j'aime bien cette première clé pour la victoire. Passons à la deuxième clé pour BSD dans ce combat. Après, moi, je pense vraiment que même s'il aime ça, la distance à éviter, c'est le boxing range, c'est ce qu'on appelle la poche, ou alors faut le travailler différemment, le mettre vraiment axé Muay Thai, parce que là-dessus, on est toujours un peu biaisé parce qu'on est français, mais j'ai du mal à me positionner. Vraiment, dans cet exercice-là, de la bagarre dans la poche et de l'agressivité et de la volonté et de l'envie, j'ai quand même du mal à mettre quelqu'un des deux favoris. Puis c'est surtout le premier qui touche en général. Donc je pense que c'est une distance qui est clairement pas à éviter, mais à travailler différemment. Parce que éviter dans un combat, tu peux pas. De ce fait, je pense que la clé de la victoire aussi, c'est l'efficience des takedowns. C'est-à-dire le pourcentage voilà, pour parler français, comme ça on va arrêter de se faire clasher, le pourcentage de réussite des takedowns. Je pense que pareil, si on s'amuse à faire hormis qui a un KO éclair ou un lucky punch ou un KO qui sorte de la poche, je pense que le mec des deux qui aura le meilleur pourcentage de réussite de takedown, c'est celui qui va gagner. J'aime bien ça. Je pense que les deux sont très bons au sol. Il y aura un avantage à celui qui prend la position dominante et qui la garde, parce que les deux ont des bons renversements aussi. Donc c'est pas parce que tu réussis ton amener au sol que tu vas réussir à complètement capitaliser dessus. En tout cas, si t'es un peu laxiste à ce niveau-là. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que pour BSD, autant il a déjà eu du succès au boxing range, autant les fois où il a été le plus mis en difficulté dans sa carrière à l'UFC, c'est au boxing range. Et donc j'aime bien ce que tu dis. C'est pas spécialement l'éviter, c'est juste le travailler différemment pour un peu combler les ouvertures qu'il a pu laisser par le passé. Et dans ce cas-là aussi,
bah forcément, il faut rentrer un peu dans ce range pour pouvoir obtenir les amener au sol. Et j'aime bien cette clé parce que là, du coup, on a défini 2 clés chez Benoît, mais on a aussi défini une clé chez Renato Moicano, puisque on est en train de dire que celui qui obtient les takedowns prend un avantage, un ascendant, en tout cas, sur son adversaire. Continuons sur Benoît Saint-Denis. La 3e clé, selon toi? La gestion de l'énergie. Parce que on a affaire à quelqu'un qui est expérimenté, très expérimenté aussi, qui sur le papier a, comme on dit aux échecs, l'avantage des blancs. Alors pourquoi il a l'avantage des blancs? Et ne voyez surtout pas une remarque raciste dans ce que je viens de dire. C'est vraiment une expression qui est réservée aux joueurs d'échecs à la base et qui est devenue généralisée par la suite. Parce qu'en fait, il bosse avec des mecs qui ont déjà affronté Benoît. Donc ça donne quand même un certain avantage. C'est pour ça que je parlais de renouvellement et de gestion différente un petit peu de certaines distances. Donc la gestion de l'énergie va être importante dans ce combat et ça va quand même de pair, même si c'est une clé différente du pourcentage de réussite de takedown, parce que si ton takedown il est fait au bon instant, il peut être non énergivore, mais malgré tout ça va quand même de pair avec le pourcentage de réussite du takedown. Si tu galères ou que tu te reprends ou que tu travailles en force sur ton takedown, tu auras une mauvaise gestion énergétique. Ça va de même avec les scrambles, ça va de même avec le stamina qui peut s'en aller, l'énergie qui peut partir si tu es dominé au sol et que tu prends des coups. Donc je pense qu'il va falloir, c'est un 5 rounds, ils ont de l'expérience tous les deux là-dessus maintenant. Malgré tout, je pense que il a beaucoup d'expérience aussi globale à l'UFC, Renato Moicano. Donc ouais, la 3e clé, moi je l'aime vraiment là-dessus parce que c'est un combat hyper intéressant dans la mesure où c'est dur de les départager dans certains endroits. Le sol, par exemple, moi je me risque pas, je sais pas. Oui, Renato est très très fort au sol, mais pour moi Benoît il est très très fort au sol aussi. Donc sur le brawl et sur le travail au sol, je me risque pas à les départager. On saura à l'instant T au jour du combat. Ouais. Et alors ici. Est-ce que tu parlerais, donc cette 3e clé pour Benoît Saint-Denis, est-ce que tu parles plutôt de gestion d'énergie, comme tu l'as dit, ou plutôt de gestion d'intensité? Je vais essayer d'expliquer et de clarifier cette question. Selon moi, Benoît Saint-Denis... L'intensité pour essayer de finir les combats, pour essayer de plaire au public. Moi, j'y crois. Il y a ça, mais il y a aussi, pour moi, il y a aussi le fait, c'est pour ça que c'est important pour moi de préciser aussi pour notre audience. Benoît Saint-Denis a eu beaucoup de succès à l'UFC parce qu'il mettait de l'intensité, qui le fatiguait lui, mais qui fatiguait davantage son adversaire, et ça lui permettait de submerger et d'être performant dans la fatigue. On a eu un exemple évidemment très récent avec Dricus du Plessis et Adesanya. On a vu un Dricus du Plessis qui s'est fatigué, mais dans sa fatigue, à un moment, il a réussi à aussi fatiguer Adesanya et il a réussi à faire la différence dans sa capacité à être plus performant dans la fatigue. On a beaucoup de combattants comme ça. Je cite toujours, pour moi, le meilleur combat de gestion d'intensité, c'était Carlos Diego Ferreira contre Grégor Gillespie. Donc ici, est-ce qu'on va plus demander à Benoît Saint-Denis dans la gestion d'énergie, dans le sens tu as besoin d'être performant dans le 5e round, ou dans la gestion de l'intensité, c'est-à-dire si tu mets de l'intensité, assure-toi de créer une dette d'énergie chez ton adversaire également? Ouais, moi je le vois plutôt comme ça, c'est-à-dire que il va essayer de gagner ses momentum, mais dans la mesure où tu gagnes ces instants, ces séquences de combat, tu fatigues aussi le partenaire. Et moi je le vois agressif, mais pas trop. Un petit peu dans ce qu'on avait commencé à voir, parce qu'attention, au départ, le combat de Dustin Poirier, c'était une référence sur le premier round. Quand je dis au départ, je parle des critiques générales, les podcasts, les fans, les réseaux sociaux et tout ce qui va avec. Je m'amuse juste à faire un petit état des lieux de ce combat qui a changé en fait au fil du temps. C'est-à-dire que au départ, c'était waouh le premier round, et après fatigue due à X ou Y raison, staphylo, camp, régime. On a entendu beaucoup de choses là-dessus. Et après, ça a été, non, finalement, c'était pas bon. Là, aujourd'hui, si t'écoutes aujourd'hui, les mecs disent, bah non, il a été surclassé. J'ai pas envie de faire la publicité à telle ou telle interview de tel ou tel ancien entraîneur et abruti. Je parle pas des mêmes personnes. Ceux qui ont les rêves se comprendront. Mais parce qu'il y a des abrutis qui ont parlé de ce combat, et il y a des anciens entraîneurs. C'est pas les mêmes personnes.
pas en train de dire que l'ancien entraîneur est un abruti, loin de là. Ah ouais, tu fais. Voilà. Mais voilà, j'explique bien. Il y a des abrutis qui ont parlé de ce combat et il y a son ancien entraîneur qui s'est exprimé. Et moi, je suis d'accord avec ni l'un ni l'autre. Est-ce qu'il faut parler des blessures et des choses qui ont été handicapantes d'un combat? Ça, c'est le libre arbitre de chaque combattant. Est-ce que ce combat est un pur déchet? Absolument pas. Il y a eu de très bonnes choses, même si effectivement Dustin Poirier a fait des mauvais choix sur certains scrambles et certaines attaques ou qu'il a transformé en guillotine à mauvais escient. Mais quand on dit mauvais escient, s'il finalise tout de suite, c'est pas le cas. Et des fois, sur une guillotine, tu peux renverser, tu peux scrambler. C'est aussi Benoît qui a fait des bonnes défenses sur la guillotine de Dustin, qui avait été capable d'embêter bien du monde, dont Khabib. Donc, je pense qu'il n'y a pas du tout du mauvais, loin de là, sur ce combat. Je pense qu'il a montré des belles choses, notamment de la patience. Moi, sur le premier, je l'ai trouvé patient. Alors, est-ce que c'était parce qu'il était fatigué ou est-ce que c'était parce qu'il avait plus d'aisance dans son stand-up et dans ses setups de striking? Ça, on verra pendant cette UFC Paris, ce qui était le cas. Mais moi, je trouve qu'il y a du bon aussi à reprendre de ça. Et je pense que s'il mixe bien sa lutte avec son striking qui a évolué, j'espère, pendant sa prépa, j'en doute pas même, qu'il aura évolué, il y a de très très bonnes choses à voir. Donc, et qu'aujourd'hui, il est capable de fatiguer en imposant son rythme et ses momentum. C'est-à-dire qu'en mettant de l'incertitude, en mixant la lutte et du striking, en insistant au kick in range pour générer des dégâts, notamment au milieu, en middle, je pense qu'il y a vraiment matière à avoir un nouveau Benoît et à faire quelque chose d'intéressant sur quelqu'un qui va l'attendre, on le sait. Parce que là aussi, je te rejoins sur ce qu'il nous a montré précédemment lors de son run à l'UFC. C'était souvent les mêmes game plans, très très offensifs, voire très très agressifs. Et là, je pense que contre Dustin, on en avait déjà vu quelque chose de différent. Et je pense qu'on peut voir quelque chose de plus posé, mais qui peut être tout aussi énergivore pour son adversaire. C'est-à-dire, tu tombes sur un mec qui te touche, qui mixe la lutte, qui te fait tomber, il faut se relever, qui est fort au sol, donc tu n'oses pas trop forcément l'emmener, même si là, on sait que ce ne sera pas le cas. Hein. Je parle dans la globalité. Là, on sait que Moïcano, il a aussi des armes à faire valoir au sol et que lui, il va sûrement vouloir l'emmener aussi. Mais dans cette bagarre-là, la gestion énergétique et le fait de gagner ses rounds sera important. Et moi, je vois vraiment la clé ici parce que c'est deux têtes dures. Donc, je serais très surpris qu'il y ait un chaos éclair. Moi, je pense que ça va être une guerre très importante et que la clé de cette guerre principale, pour résumer les trois clés qu'on vient d'évoquer, en tout cas pour Benoît, c'est de gagner ses rounds. Aussi, ouais. Et j'aime bien ce que tu as dit par rapport à Benoît Saint-Denis sur l'agressivité. Je pense qu'un combattant trop agressif peut vraiment monter dans sa carrière, mais une fois dans le top 15, ça devient limité. Si tu es que dans l'agressivité, tu en deviens lisible et face à quelqu'un d'expérimenté qui est capable de gérer une agressivité, tu vas pas passer. Quand tu arrives à être agressif sur les moments opportuns, c'est là où tu deviens très très compliqué à lire pour tes adversaires et à combattre de manière générale. Et je pense que on a eu un BSD peut-être trop agressif dans certains combats, mais comme l'adversité était pas capable de gérer ça, ça a réussi pour lui. Et aujourd'hui qu'il est dans le top 15, je pense qu'il est temps pour lui de dire, OK, je suis vraiment très très bon quand je suis agressif, mais je ne peux pas être que agressif. Je ne peux pas être à 100% agressif tout le temps, donc je dois choisir mes moments. Et j'ai l'impression que son combat contre Frevola, il voulait justement faire ça. Il voulait venir de manière un peu plus mesurée et être agressif sur les moments opportuns. Mais on a un Frevola qui a été tellement agressif lui-même qu'on a eu une petite guerre de 2 minutes. Mais donc, je pense qu'on a les indicateurs au vert par rapport à ça. Ouais. Et que sur les 3 clés de combat que tu cites, on a en tout cas beaucoup d'espoir qu'elles seront suivies. Alors maintenant, parlons de Moïcano, les 3 clés de victoire pour Moïcano qui seront donc 3 points d'attention pour BSD. Un des 3 points, c'est déjà réussir les amener au sol, être celui qui initie ou en tout cas qui prend. Comment est-ce qu'on appellerait ça? On appellerait ça lutter pour la position dominante. T'es d'accord? Parce que ça se retrouve chez les deux. T'es pas obligé d'engager en lutte. Tu dois juste faire en sorte que si l'autre engage en lutte, c'est quand même toi qui renverse et qui prend la position dominante. C'est ça. Puis je pense que si on s'intéresse aux statistiques de ce combat, bien sûr que le nombre de coups donnés va être déterminant. Mais tu verras qu'il y aura de la top position, il y aura du grand and pound, c'est une évidence. Pourquoi je dis il y aura? Je doute qu'on puisse voir un combat vraiment de pied-point de 25 minutes
avec ces deux personnes, même si ils sont tous deux capables de le faire. Hein. C'est que tous les deux, dans leur jeu, il y a du mix. Il y a du mix, il y a des feintes, il y a des changements de niveau. C'est quelque chose de récurrent et tu sens que ça fait partie de leur ADN. À partir de là, il y aura un moment. Là, par contre, ce serait être devin de te dire bah, ça va arriver à telle minute. Ça c'est pas possible. Mais dans leur setup, arriver à un moment, on a vu Moïcano le faire souvent après des accélérations, de façon à pouvoir aller dans un terrain où il est plus propice à la récupération dans certains combats. On a vu Benoît le faire tout simplement pour s'imposer, pour gagner des rounds, parce que lui, il récupère jamais, Benoît. Pour l'instant, c'est vrai que en dehors de ces deux derniers combats, je suis d'accord avec toi. Il faut mettre Frévola dedans où il était quand même plus mesuré. Sinon, il a passé son temps à passer la marche avant et à rouler et à se dire bah, si je suis fatigué, le mec sera plus fatigué que moi. Mais Moïcano, tu vois que voilà, il fait des accélérations au pied-point. Derrière, il lutte pour mettre de l'incertitude, pour renforcer son pied-point. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va être présent dans tous les rounds et qu'il y aura ces changements de niveau et ces tentatives de marquer de la top position, mais également de faire des dégâts au sol. Les statistiques confirment à 100% ce que tu dis. J'ai ouvert UFC Stats pendant que tu parlais. On a un takedown réussi, 1.89 takedown réussi par 15 minutes du côté de Moïcano, avec un taux de réussite de 45%. Donc, statistiquement, il essaye au minimum un takedown par round. Du côté de BSD, on est quasi à 5 takedowns réussis par 15 minutes, avec un taux de réussite de 37%. Donc, je vous laisse faire le compte, mais du côté de BSD, on est entre 3 et 4 takedowns tentés par round. Ce qui nous amène à vraiment valider ce que tu viens de dire, à moins que le combat soit expéditif, ce qui est peu probable. Il y aura des tentatives d'amener au sol d'un côté comme de l'autre, et il y aura probablement un taux de réussite existant, parce que ce sera probablement pas genre t'as essayé d'amener au sol, je désengage pour recréer de la distance. C'est potentiellement tu vas essayer de m'amener au sol, je vais défendre, je vais bloquer, je vais essayer de retourner, je vais moi-même réessayer d'engager la lutte derrière. Donc il y a très très fortes chances qu'on ait des moments au sol. Deuxième et troisième clé pour Moïcano. Alors, je voulais juste revenir sur un petit truc. On va avoir la réponse qu'on n'a pas eue contre Marc Diaquez, pour ceux qui s'en rappellent en grappling. C'est-à-dire que on était content de voir Benoît à très haut niveau en grappling au départ, donc on savait pas trop l'adversaire. Il parlait de Tsarukyan, on avait parlé de grappleurs de très haut niveau. Au final, il s'est avéré que c'était Diaquez, qui était très solide. Hein. Quand j'étais sur place, j'ai vu le combat en bas de la cage. Il était très solide, mais on peut pas classer Marc Diaquez dans les grappleurs de haut niveau malgré tout. Et là, on va avoir cette réponse parce que, comme tu le dis, donc cette première clé qui était effectivement le pourcentage de réussite des takedowns, elle va de pair. Moïcano, pour s'imposer, il doit effectivement ponctuer ses accélérations en anglaise de takedown et mettre Benoît sur le dos. Et là, on va avoir une question, une réponse et des tendances. On va voir Benoît contre un grappleur chevronné, n'ayons pas peur des mots, pour moi un des top 5 grappleurs de la KT. Je vais loin, mais je le pense sincèrement. Je pense qu'il y a bien meilleur en pied-point, il y a bien meilleur en lutte que Moïcano. Mais en grappling, si on devait faire un top 5 de ces grappleurs de la catégorie lightweight, mine de rien, je suis... Ouais. Je confirme ce que je dis. Je le mettrai avec Benil Dariush, avec bien évidemment Islam et avec Charles Oliveira et avec Tsarukyan. Voilà, je ferai un petit top 5. Et Gamrot aussi. Donc top 5-6. Ouais, tu sais, 5-6, quoi, Gamrot. Ouais. Mais voilà, je pense que voilà le type de grappleur que c'est. Donc, on va avoir des réponses sur cette position. Mais pour rester sur Moïcano, mettre Benoît sur le dos et essayer je vais aller loin dans la statistique, mais essayer de mettre une dizaine de minutes sur les 25 Benoît sur le dos, je pense que c'est une win condition aussi. Ouais. Donc là, ça te fait... on parle d'une deuxième clé donc, on peut la caler avec le pourcentage de réussite de takedown. C'est vrai qu'elle se chevauche un petit peu. Mais c'est vrai que ça se chevauche, mais comme j'ai dit, BSD, il a renversé quasi tous les adversaires face auxquels il était. C'est ça, il faut en parler. Chaque fois qu'il s'est retrouvé sur son dos, il a renversé ses adversaires. Frévola, il l'a fait. BSD, il l'a fait.
Et je pense qu'il y a un troisième combat où je me rappelle d'un très beau renversement. Je sais plus exactement contre qui c'était. Contre Bonfim. Il le fait aussi. Juste. Mais en Donc, fait, j'ai envie d'aller plus loin que ça. J'ai envie d'aller, même si c'est vrai qu'on a parlé de pourcentage de réussite de takedown, j'ai envie de te dire gestion de la garde ouverte. ouais, voilà. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Si on doit Ouais. vraiment aller là-dessus, même si Benoît sait faire d'autres trucs, hein, mais aujourd'hui, on sait que quand il tombe, il tente de faire la langouste, il met les crochets à l'intérieur et il a cette garde ouverte dans laquelle il excelle avec le wizard, avec le underhook, le sgrim, comme pour ceux qui sont plus familiers avec le langage de jiu-jitsu brésilien. Et on sait que là-dessus, Benoît, il excelle. C'est-à-dire qu'il est capable de créer l'espace, il est capable de pousser pour se remettre debout, il est capable de renverser. Et moi, même si on a déjà parlé effectivement de pourcentage de réussite de takedown, de momentum et tout ce que tu veux dans ce combat, je pense que s'il arrive à garder Benoît sur le dos, c'est pour ça que je te parlais de ça, quitte à faire doublon, c'est pas grave avec le takedown offense, et c'est une clé pour gagner le combat. C'est une clé pour gagner ce combat parce que c'est dur de le faire tomber, mais c'est surtout très dur de le garder, Benoît Saint-Denis, sur le dos. Et je pense que pour le battre en 5 rounds chez lui, il faut faire ça. Ouais, et effectivement, BSD, c'est 69% de takedown defense, donc c'est bon. C'est pas excellent non plus, on l'a vu déjà se faire ramener au sol par minimum 3 adversaires dans Non, sa mais on carrière. sait qu'il est dur à amener, Benoît. On sait qu'il est dur à amener, mais pas impossible. Donc, il faut absolument parler de cette défense de garde ouverte parce qu'il excelle vraiment là-dessus. Et je pense que c'est une clé très importante du combat. Si tant est que il se fait amener au sol, je le vois plus. Franchement, hein, je pense vraiment que là-dessus, il est très fort et qu'on va voir de quel côté, de quelle façon il s'est entraîné parce que c'est des gardes difficiles à maîtriser, sur lesquels il y a beaucoup de setup, sur lequel il faut beaucoup quand même d'explosivité et de puissance pour gérer une garde ouverte, surtout comme il le fait Benoît, parce que là-dessus, c'est très technique. Vraiment, spécial dédicace à Monsieur Savoca, qui est un grand monsieur du jiu-jitsu qu'on n'évoque pas très souvent, qui est un ancien de Nice en plus, à l'époque avec Jean-Robert Monnier qui s'entraîne avec Manon aujourd'hui. Et ce qu'il est capable de faire en garde ouverte, c'est du très haut niveau. Et si tu sais pas gérer ça, là, dans la balance énergétique, tu perds. Parce qu'on sait qu'il est dur à amener, Benoît, que ça demande beaucoup d'énergie. Et s'il se relève assez facilement, et en plus en traversant, c'est un énorme momentum dans le combat et qui peut te le faire perdre. En tout cas, le round, quasi à coup sûr, voire le combat au niveau de la dette d'oxygène. Et troisième et dernière clé pour Moicano. Ah, celle-là, j'y ai pensé en regardant ses combats et en voyant ce qu'il est capable de faire. Je pense que si, en fonction des premiers rounds, il va falloir être capable de faire des choix et peut-être d'aller chercher essayer d'aller chercher le coup dur, quitte à perdre quelques rounds et à pas lutter. Je veux dire, admettons que le combat se passe mal pour lui et qu'il perde les 2 premiers rounds par exemple. Je pense qu'il faut arrêter la guerre au pointage et essayer de garder de l'énergie pour essayer de mettre KO et de garder de l'énergie pour être puissant sur ces enchaînements sur les 15 dernières minutes. Ok. Ah bah, ça nous fait un truc. J'essaie de chercher en regardant stylistiquement, il est dur, mais en dehors de ces 2 premières clés, c'est-à-dire de la gestion de l'énergie et du travail au sol, je vois pas énormément de. Attention, il y en a déjà 2, hein, et c'est colossal. Je veux dire, au sol, il peut se passer plein de choses. Ne pensez pas que je pense que Benoît, c'est le numéro 1 mondial et que. Non. Mais ça fait déjà suffisamment de win condition. La gestion de l'énergie, la gestion des takedowns avec le travail au sol, ça laisse place à énormément de choses qui peuvent se passer dans un combat. Un bravo sur un scramble, des triangles, des clés de bras, du grand end pound, de l'ouverture avec les coudes. Je veux dire, il y a des scénarios de victoire qui sont pas infinis, mais très importants. Cela étant, si on veut vraiment chercher une troisième win condition, je vois qu'il est durable, qu'il a déjà fait des dégâts avec ses mains. Mais je pense que s'il s'use trop là-dessus, il y aura plus sur la deuxième partie de combat. Tu vois. Aujourd'hui, c'est pas Alex Ferreira, ni l'un ni l'autre. On le sait. Pareil, les statistiques peuvent le confirmer. Et je pense qu'il faudra garder de l'énergie si tu veux essayer de rattraper le combat par la suite, s'il commence à être perdu stratégiquement.
Ouais, en plus, on a vu un Moicano qui était complètement submergé contre Rafael dos Anjos, un combat qu'il avait Voilà. accepté en short notice dans la division du dessus, si je dis pas de bêtises. C'est exactement ça a eu ça, lieu la ref. en welterweight. Ah ben voilà, exactement. Et donc il y a un côté difficile à finaliser du côté de Moicano et en plus de ça, qui reste compétent même si le combat ne va pas du tout dans son sens. Donc autant pour BZ, c'est un point d'attention, rester lucide sur la totalité des 25 minutes si c'est nécessaire. Et du côté de Moicano, ne pas s'emballer s'il perd les 2 premiers rounds parce qu'il aura peut-être une carte à jouer dans les 3 derniers. Ah, on a fait le tour. Aldric, un tout grand merci pour ta préparation. Merci à tous d'avoir suivi jusque-là. À très bientôt. Ciao, ciao. Salut à tous.